Bonjour, Dr Mohamed Benourak, je suis directeur du pôle stratégie, organisation et capital humain de Promamec. Je suis également expert international en RH et conduite de changement. Aujourd'hui, je veux vous parler de la gestion des résistances au changement. Tout d'abord, il faut commencer par savoir que la résistance au changement est une attitude de défense naturelle et légitime. Si les gens résistent à vous, piloter le projet de changement, c'est tout à fait normal et naturel. Ce n'est pas contre vous, en tant que personne, mais parce que c'est une attitude de défense. Primo, j'ai des conseils à partager avec vous. Un, il faut déterminer, identifier la nature de la résistance. Il y a plusieurs types de résistance. Il y a la résistance cognitive, ils ne voient pas l'objet et l'intérêt du changement. Il y a la résistance sociologique, ils n'ont pas d'intérêt dans le projet de changement. Et puis il y a la résistance pédagogique, ils résistent parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs compétences qui peut-être à leurs yeux ne leur permettent pas de survivre dans le nouveau monde. Puis il faudrait identifier en deuxième plan les foyers de résistance. Et cette identification des foyers de résistance doit être prévisionnelle parce qu'il y a des coagulations humaines pour des intérêts divers ou les mêmes qui poussent les gens à se rallier pour constituer un bloc de résistance face à un projet de restructuration, de fusion, de rachat ou autre. Voilà. Troisième point que je souhaiterais bien sûr soulever avec vous, c'est la stratégie. Quelle stratégie adopter face à un bloc de résistance? Il y a trois types de stratégies connues dans ces démarches. Un, c'est la stratégie rationnelle empirique qui est basée sur l'intérêt et les logiques rationnelles. Les gens résistent parce qu'ils n'ont pas d'intérêt ou ils perdent d'intérêt par rapport à cet objet de changement. Il y a la stratégie rééducative normative qui vous dit que bon, si vous voulez casser la résistance au changement, ou les gens, pourquoi ils résistent? Parce qu'ils ne se sentent pas compétents assez pour survivre dans la nouvelle étape du changement. Et la troisième stratégie, c'est la stratégie coercitive. C'est l'usage brut de la force de la part de l'entreprise. Dans quel cas, au cas où l'entreprise entreprend une série de projets de changement, par exemple, et le bateau est en train de couler, il y a des divergences de point de vue, il n'y a pas de consensus, donc là, il faut trancher et bien sûr appliquer la chose. Puis, quatrième point que je souhaite bien sûr aborder avec vous, c'est le choix des agents de changement. C'est très, très, très important. Il faut s'entourer d'une coalition et avoir une équipe, ce qu'on appelle agents de changement, change agents. Cette équipe, bien sûr, le choix, il est primordial. Un, il faut choisir les concepteurs planificateurs, ce sont des agents de changement qui sont forts dans la conception et planification. Puis, il y a les marketeurs de projet, ceux qui vont bien communiquer autour du projet de changement et faire du marketing de projet, bien entendu, pour rallier le maximum possible de gens autour de cet objectif. Il y a les exécutants, ceux qui vont exécuter le plan, bien sûr, planifié. Et bien sûr, en quatrième plan, il y a les évaluateurs, ceux qui vont évaluer chaque étape allant du diagnostic jusqu'à la clôture du projet de changement. Puis le cinquième et dernier point reste un constat, c'est que la résistance au changement elle est contagieuse. Il y a l'effet de contamination, il y a plusieurs attitudes, il y a même les neutres, il y a les neutres, il y a aussi les hésitants et souvent ceux qui résistent au changement iront faire du shopping dans la catégorie des neutres et des hésitants. Donc il faut faire attention à cette contamination.